Voilà. Donc, salut Juliette, est-ce que tu pourrais te présenter un peu brièvement? Donc, je me présente, je m'appelle Juliette, je suis à la KSV depuis 1 an et 3 mois. J'ai commencé avec un volontariat via le service civique d'1 an. En fait, je suis arrivée en novembre 2024 et j'ai étendu ma mission de 6 mois supplémentaires à la suite de ce service civique. Et donc la mission au départ, c'était être assistante professeure d'art plastique auprès des enfants de premier standard jusqu'à 9 standards. Et ensuite, ça a un petit peu évolué où j'ai pris un peu plus d'autonomie avec la création d'un programme et puis mener des actions aussi artistiques dans l'école. De base, j'ai un master en école d'art, DNSEP, Diplôme national supérieur d'expression plastique. À l'issue de ce master, j'ai fait un CAP petite enfance en alternance. Et puis, à la suite de ça, j'avais vraiment ce besoin de voyager. J'avais pas de réponse concrète, perspective concrète dans les résidences artistes ou un travail quelconque. J'étais un peu, pas perdue, mais je savais que je voulais lier à la fois cette casquette d'artiste et de la petite enfance, et puis cette envie de voyage. Et donc j'ai commencé un peu à mener mes recherches et je suis tombée sur les services civiques à l'étranger. Et c'est arrivé. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est ta mission du coup au sein de la KSV en tant que professeur d'art? Ma mission du coup à la KSV, c'est donc d'enseigner les arts plastiques à partir des first standards ou 9 standards, parfois même les 10 standards qui ne sont pas inclus ils n'ont pas de cours d'art plastique dans leur emploi du temps, mais je les prends des fois sur des samedis par exemple. C'est l'éducation artistique avec une base qui est, c'est-à-dire inexistante. Je suis partie vraiment de rien. Il y avait une ancienne volontaire avant moi qui avait commencé à mettre des choses en place. Et donc ça va être de la création de projets de toutes pièces, ça va être l'apprentissage des couleurs. J'ai essayé d'inclure aussi la dimension art-thérapie. Alors c'est un grand mot, mais plutôt dans l'idée de compréhension des couleurs, des émotions, par le biais de petits dessins. Je travaille avec le livre d'Anna Lénas par exemple. Et puis avec les plus grands standards, on va faire des projets un peu plus diversifiés, que ce soit du dessin, de la peinture, de la sculpture. J'essaie d'explorer ça. Mais aussi d'ouvrir sur l'extérieur, c'est-à-dire d'inviter des artistes locaux qui sont à Dharwad ou à Bangalore. J'essaie de créer un petit réseau de façon à les faire intervenir dans le cadre de workshops, mais aussi pour montrer des perspectives aussi d'études et de parcours artistiques qui n'ont pas forcément en tête les enfants. En fait, ils ne savent pas forcément les écoles qu'ils peuvent faire après. Ils sont tous très réceptifs à l'art et à la création. Donc ça, c'est un peu la tâche de l'enseignement, de création d'un programme, de documentation aussi, d'outils énormément. Et puis des workshops et une ouverture un peu sur l'extérieur avec des partenariats. Est-ce que tu peux aussi parler de l'histoire de l'art que tu abordes en cours? Au sein des cours, j'essaye à chaque fois d'apporter une notion technique et une notion théorique. Par exemple, le cubisme, j'ai pu parler de Picasso, mais j'ai fait des recherches pour trouver l'artiste peintre cubisme en Inde qui s'appelle Sadhanand Bakr. Et donc du coup, on a pu avoir ces deux dimensions, à la fois histoire de l'art occidental que moi j'ai pu avoir de par mes études, mais aussi asiatique ici, que je découvre complètement et qu'eux-mêmes ne connaissent pas. On a aussi exploré à travers ça c'est aussi une de mes missions, les cartes de vœux pour les sponsors qu'on doit réaliser entre novembre et décembre. Donc chaque enfant a 2 à 1 à 4 sponsors, donc on doit réaliser 1 à 4 cartes. Et donc l'année passée, on a fait sur le thème du Madhubani Art, qui est un art traditionnel indien originaire du Bihar. Et cette année, on a fait sur le Gond Art, qui est un art plutôt pratiqué dans le Madhya Pradesh. Donc c'est un moyen de lier à la fois cette obligation de cartes, ce moment de création de cartes, et puis l'art traditionnel indien pour aussi avoir cette petite découverte. Voilà, je sais pas trop. Non, c'est parfait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de quelle est ta journée type à la KSV en tant que prof d'art? Il y a eu plusieurs journées types tout au long de mon parcours. C'est-à-dire que
la première partie de mission, les 3 premiers mois, c'est beaucoup d'adaptation et d'ajustement. Donc moi je suis considérée comme prof académique et les cours académiques commencent à 11h30 jusqu'à du coup 17h. Et par journée, j'ai 2 à 3 heures de cours, 4 heures de cours maximum. Et là, par exemple, la deuxième partie de ma mission, à partir du moment où j'ai terminé mon service civique, j'ai fait la demande d'avoir des cours que l'après-midi pour me concentrer le matin sur mes propres projets, à savoir que j'ai repris les études à distance, ce qui me permet d'avoir 2 blocs un peu séparés. Mais donc oui, globalement, si je prends la première partie de mission, c'était à 11h30, je commençais une première classe d'1 heure, puis ensuite la pause du déjeuner, et puis 1 à 2 classes après le déjeuner. Voilà, un petit peu. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la vie hors classe, du coup, avec les Indiens, avec les volontaires, un peu comment ça s'organise? Il y a plusieurs choses qui se passent en dehors du cadre de professeur volontaire et du coup de casquette juste de volontaire et des autres tâches, actions qui nous est demandées en tant que volontaire. Il y a le running club par exemple qui a lieu le matin, donc je sais que j'ai pu le faire à des moments un peu différents, 2 à 3 fois dans la semaine, d'aller le matin courir à 5h30 avec un groupe d'enfants. Il y a eu aussi aider pour l'écriture des réponses aux lettres des sponsors qui organisent plutôt en fin de journée. Et puis il y a les samedis où là c'est pareil, encore une fois, 2 casquettes, où le matin c'est plutôt des activités avec l'équipe des professeurs, on propose des activités un peu plus diversifiées mais toujours basées sur l'apprentissage de techniques ou révision de savoir déjà acquis un petit peu avant. Et l'après-midi, avec l'équipe des volontaires, c'est l'organisation de clubs ou de green time qu'on a pu faire. Et donc ça s'organise... Ça a beaucoup changé en fait, ça n'a jamais été... je dirais qu'une routine s'installe sur 2-3 mois, puis ça change de nouveau, parce qu'il y a aussi des équipes qui changent au sein des volontaires. Et puis après, dans ce qui est du rapport d'équipe des profs, ça n'a pas beaucoup bougé, donc ça c'était un peu le repère fixe où j'ai pu me caler en tout cas sur ce rythme-là. Merci. Et alors, après 1 an, est-ce que tu peux nous faire un peu un parcours de comment ça a été pour toi émotionnellement et comment ça t'a nourri aussi, ce volontariat? Tu peux peut-être commencer en disant voilà, comment tu as traversé cette année et ensuite parler de ce que ça t'a apporté et des enjeux. Bon, on va y aller step by step. Ouais. Pour moi, venir en Inde dans le cadre d'un volontariat et d'une mission comme celle de la KSV, c'est-à-dire lier le côté enseignement, transmission auprès des enfants, milieu rural et l'Inde, c'était un rêve. Ça a toujours fait partie de moi, depuis je ne sais pas trop quand, mais ça a toujours été là. Donc je suis vraiment arrivée en mode je réalise un rêve, j'étais prête à me faire bousculer dans tous les sens du terme. J'ai pas eu de choc culturel, j'ai pas eu de moment où ça a été dur parce que la culture, des choses que je comprenais pas. Ça a toujours été dans la courbe haute, on va dire, de l'adaptation. Et tout de suite, dans, je dirais, les 2 premiers mois, la question c'était mais qu'est-ce que je vais faire après? Parce que je savais que le retour en France n'était pas du tout envisageable, parce que je me sentais réellement à ma place, que ce soit dans le sein de la culture ou de ce rapport d'interculturalité, d'enseigner, de transmettre, d'apprendre des uns et des autres, parce que finalement je transmets, mais j'ai énormément appris par les enfants au travers juste de la langue, de leur culture. Enfin, pour moi, c'est vraiment un rapport de transmission d'égal à égal et pas du tout hiérarchique. Et donc oui, ça a été très vite des questions sur qu'est-ce que je vais faire après. Est-ce que je reste en Inde? Est-ce que je reprends mes études? J'avais à un moment donné une idée de reprendre des études en anthropologie, puis reprendre des études d'art en école d'art en Inde. Et les mois passent très vite, la mission passe très vite, puis il y a des fois des moments où l'état de santé peut faire que ça ralentit, puis ça te fatigue aussi. Et puis ça a été au mois de juillet, je suis tombée malade, j'ai dû rentrer en France pour me faire soigner. Et là, c'était un peu un déclic, je me suis dit, ok, je rentre en France, on va voir si je me sens à l'aise ou pas à l'idée de rentrer en France et de continuer ma vie en France ou de retourner en Inde. Et ça a été
très clair dès le début, c'est je veux retourner en Inde et je veux m'établir là-bas, je veux faire un projet, il y a quelque chose qui doit se passer là-bas. Et donc le fait d'être rentrée, de m'être soignée, d'avoir pris du temps pour moi, de faire un peu le point sur tout ça, j'ai un peu fait des recherches sur comment pouvoir rester en Inde légalement à travers tous les différents statuts, visa de travail, etc. Et une des options qui s'offrait le plus facile, c'était l'enseignement et l'enseignement en langue française. Et donc je me suis inscrite à passer le DU, donc diplôme universitaire de français langue étrangère, avec le CNED. Par cette formation, il demande qu'on apprenne une nouvelle langue. Donc évidemment, j'ai choisi le hindi pour pouvoir du coup avoir cette corde à mon arc aussi. Et je suis revenue à la KSE du coup en septembre 2025. Et donc là, ça a été complètement un autre rythme où j'enchaîne mes études le matin et l'enseignement l'après-midi. Et ça a fait complètement sens parce que très vite, une opportunité s'est présentée à moi pour travailler en tant que prof de français dans une alliance française. Et voilà, les choses sont allées, on va dire, lentement et en même temps se sont enchaînées de manière assez logique. Et parce que voilà, je savais que c'était l'Inde, je savais que c'était, en tout cas pour un moment là de ma vie, je sais pas, ça va être toute ma vie, mais je sais que ça doit se passer maintenant et à cet endroit-là. Merci. Et est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que du coup cette expérience de volontariat t'a apporté personnellement, comment ça a aussi nourri ton travail personnel, tes projets, et quels enjeux tu as rencontrés au fil de cette mission, ou challenge, ou choses difficiles, tu vois. Les plus et les moins, quoi. Je pense que ce que j'ai le plus appris en arrivant en Inde et en vivant ici, c'est-à-dire milieu rural, un peu coupé de beaucoup de choses, et puis auprès d'enfants, c'est le lâcher-prise. Lâcher prise parce qu'il y a des choses où, parce qu'on est dans ce contexte interculturel, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre par la barrière de la langue, par juste les différences culturelles. La résilience aussi face à des fois des choses qui s'imposent à nous, le fait d'être, pour mon expérience, d'avoir été très malade à un moment donné où il va falloir passer et accepter la situation, etc. Ouais, je pense que c'est les deux points, le lâcher prise, la résilience. En venant ici, je dirais pas qu'on soigne, peut-être un mot fort, mais on processe énormément on digère et on soigne beaucoup de choses, je pense, notre vécu, quel que soit l'âge, je pense, auquel on arrive ici. De fait de travailler aussi avec les enfants, ça nous fait beaucoup travailler sur nous-mêmes, ça nous repousse énormément dans nos limites et de comprendre comment je m'exprime face à des enfants qui ne parlent pas ma langue. Je ne parle pas leur langue, je ne peux pas utiliser l'anglais parce que ils ne comprennent pas, donc on passe par une intermédiaire. Tous les niveaux de communication sont mis à rude épreuve et finalement quand on lâche prise et qu'on y va avec le cœur, de manière vraiment authentique et je dirais naturelle, les choses se déroulent beaucoup plus simplement. Ensuite, ce qui a été pour moi le plus gros challenge de toute cette mission et encore aujourd'hui, c'est le fait de vivre en communauté avec d'autres volontaires occidentaux. C'est vrai que quand je suis arrivée, il y avait plutôt une petite équipe. Maintenant, on a une plus grande équipe, une douzaine. Il y a eu des turnovers, il y a des amitiés qui se créent, puis ensuite il y a des départs. Et c'est une sorte de cadre qui n'est pas du tout un cadre en fin de compte, cette communauté, parce qu'elle ne fait que bouger. Et on est tous à des moments dans la mission différentes, avec des questionnements différents, des passés différents, des façons de vivre l'adaptation différentes. Et des fois, ça peut vraiment être lourd, parce que même si on est dans notre langue maternelle et qu'on peut s'exprimer, etc., justement, des fois, moi, c'était ce côté trop français, trop occidental, qui était très présent et qui, moi dans mon point de vue, j'étais plutôt dans un rejet de tout ça et dans un processus d'adaptation et d'assimilation de tous les codes, parce que c'est ce que j'avais envie, c'est ce que je recherchais. Donc c'est vrai qu'il y a des phases où j'ai eu des phases plus d'isolement volontaire pour me préserver et plus en contact avec des Indiens. Et par moments, c'est sûr que c'est aussi un cadre intéressant que d'avoir des personnes qui sont francophones et on n'a pas besoin de se prendre la tête, d'expliquer en anglais, etc. C'est rassurant. Mais ça a été je pense que c'était vraiment le plus gros challenge de toute cette mission, c'est la communauté
peu diversifié dans la culture. Ça aurait pu être d'autres personnes non francophones aussi, ou d'autres horizons, etc. Malgré qu'il y a quand même de très chouettes rencontres, des belles connexions qui se sont faites. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler des relations que tu as liées avec des Indiens locaux, genre les sœurs, enfin, tu vois, de cet aspect de vrais liens quoi, qui sont créés. Oui, il y a des liens qui se créent, même avec les enfants. Il y a des affinités qui se font plus facilement qu'avec d'autres, avec des plus petits, avec des plus grands. Puis il y a l'équipe, que ce soit de professeurs ou aussi de warden. Il y a une famille, des sœurs avec qui je me suis plutôt bien entendue, qui ont quitté l'école et qui ont quitté l'école pendant que j'étais rentrée en France. Donc, quand je suis revenue, il y avait une toute autre équipe et ça m'a beaucoup déstabilisée. Encore une fois, c'était de cadre et là pour le coup, déjà l'équipe de volontaires avait changé et le petit cadre que j'avais avec l'équipe des Warden avait aussi changé. Donc ça a été un moment un peu avide de retrouver un peu les repères. Et je sais que je vais régulièrement leur rendre visite dans leur village. Et le fait d'être capable de faire ça, parce que je n'avais jamais voyagé avant, jamais backpacké toute seule. Et quand je suis arrivée ici, c'était juste énorme tout ce qu'il y avait à apprendre. Donc de se dire tranquillement, je prends un bus, un rickshaw, je négocie mon petit prix, etc. Et je vais leur rendre visite dans leur village de manière complètement autonome. C'est au-delà de la mission et de dire je suis sur un lieu, c'est commencer à vivre, avoir une vie privée, avoir sa vie en fait. On vit à un endroit et on se lie aussi d'amitié et de liens humains qui sont en dehors du cadre, je sais pas comment dire ça, de l'école, du travail, d'un service civique dans lequel on est tout le temps contenu. Et des fois ça peut pas être évident parce qu'on sait que les gens peuvent parler, il peut y avoir comment dire, les gens parlent tout le temps, mais je veux dire c'est trouver l'équilibre dans tout ça où ce qui n'est pas simple. Et il y a aussi beaucoup de choses aussi qui peuvent être incomprises. Ça prend du temps. De se construire ces relations-là, ça prend du temps parce que c'est aussi des personnes qui ont rencontré plein de volontaires avant et on se dit bah oui, mais pourquoi là, d'un coup, on se fait plus confiance et il y a toujours ce truc de ouais, mais tu vas rentrer en France et puis après, on va se perdre de vue. Et ça, c'est très dur et je comprends que des fois, il y a des amitiés des connexions qui se font plus difficilement parce que justement, il y a cette protection. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, on part rejoindre notre autre vie, la vraie vie, notre vie en Occident. Et je sais que moi, ça va pas être le cas, mais quand même, on sait que c'est comment on entretient après une relation amicale, en situation encore d'interculturalité, où on a des vies très différentes. Mais pour autant, le lien, on a vécu des choses très fortes ensemble. Et voilà, c'est... Là, la question que je te pose, elle n'est pas du tout liée qu'au catholique. Enfin, voilà, c'est juste général. Mais est-ce que la question de la spiritualité, elle a été aussi présente pendant ta mission ? Oui, complètement. Je pense que ça s'impose qu'on soit croyant ou pas croyant, qu'on soit d'une religion ou d'une autre. Venir en Inde, je pense que la question de spiritualité, on se la prend à un moment donné. Que ce soit dans l'école, parce que voilà, quand il y a des programmes, il y a toujours ces statuettes de Dieu, par exemple, qui sont là, que ce soit d'aller dans un village et de voir un temple, que ce soit les fêtes religieuses, c'est dans le quotidien. Je sais que moi, j'ai à un moment donné pris les codes de certains rituels, comme allumer des diyas, la tombée de la nuit, d'essayer de comprendre et de vivre ces moments-là. Et je sais que moi, c'est un chemin qui continue à avancer par rapport à la spiritualité. J'ai pas eu d'éducation religieuse dans ma famille qui est chrétienne, mais j'ai pas eu d'éducation religieuse, donc c'est un chemin qui avance et qui a fait que avancer, en tout cas en Inde. Mais grâce à la religion hindoue ? Grâce à la religion hindoue et en même temps, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est de voir comment il y a quand même une communauté chrétienne. À l'école, il y a pas beaucoup de chrétiens, mais il y en a. Et même quand je me suis déplacée à Goa, de voir comment la communauté, les chrétiens cohabitent avec l'hindouisme et les codes, la tradition indienne en dehors de la religion hindoue. Et je trouve ça assez intéressant. J'ai pas de point de vue, quoi. C'est juste
voilà, ça me fait me poser des questions et je me dis comment tout ça cohabite. Il y a des choses que j'aime dans les deux religions, il y a des choses que j'aime moins dans les deux religions. Mais ouais. Ok. Je sais pas si tu as des questions. Moi, j'en ai une dernière. Non, mais celles de la liste, on les a faites. Qu'est-ce que tu dirais à un volontaire potentiel qui se pose la question d'oser le volontariat et l'interculturalité? Je dirais qu'il faut foncer. Il faut foncer parce que je sais que par exemple j'ai mon frère qui est rentré qui fait partie de l'armée française. Il est parti au même moment que moi dans l'armée, il s'est engagé. Il est parti, pendant que j'étais en mission, il est parti 4 mois à Djibouti. Et ce qui était intéressant, c'est de voir comment on vivait tous les deux des choses très similaires sur justement des chocs culturels, sur le climat, sur des choses qu'on ne comprenait pas. Et je me suis dit, en fait, c'est dingue parce que mon frère a 22 ans, j'en ai 25. Je me suis dit, c'est des choses qui nous forment tellement, on apprend tellement dans le fait de s'adapter, de comprendre où sont nos limites, où est-ce qu'on peut justement sortir de notre zone de confort. Et c'est juste énorme en fait, tout ce qu'on apprend, on ne s'en rend pas compte, ça peut être très douloureux, ça peut être très chamboulant, ça peut être stressant, mais les capacités qu'on développe à ce moment-là sont énormes et ne peuvent que servir après en fait. Et aussi le fait de sortir de sa zone de confort, sortir de son cadre voilà, de français, européen, juste de sortir de sa zone de confort complètement, d'être juste prêt à se faire secouer, c'est énorme en fait, tout ce qui peut s'engager. Je pense que ça peut être que du positif, même si on ne s'engage pas après sur des études auprès de l'enfance ou d'humanitaire ou de volontariat dans l'humain quel qu'il soit. C'est des valeurs qu'on apprend, une ouverture d'esprit, une remise en question aussi de ses propres croyances, de la propre éducation qu'on a reçue aussi. Moi, j'ai posé beaucoup de questions sur en fait comment j'avais été éduquée, qu'est-ce que j'avais appris. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai eu une ouverture d'esprit qui m'a été donnée par mes parents parce qu'ils m'ont ouvert à plein de choses, mais c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, on prend conscience de la chance qu'on a en fait, ouais, ça remet un peu dans son contexte d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, je pense. Ouais. J'aimerais bien terminer là-dessus, mais il y a un mot que tu as dit et en fait je l'avais grave en tête. Et du coup, c'est quoi ce lien à l'engagement? Enfin, tu vois, toi, est-ce que tu sens que ça a changé grâce à ton volontariat? Ouais, quel lien tu dirais que tu as avec l'engagement? L'engagement de façon... Ouais, générale, la décision que tu as prise, voilà, t'engager pour un an. Quel lien tu as entretenu avec ce choix que tu avais posé que tu resterais un an? Et je te dis ça en référence aux jeunes aujourd'hui qui ont de plus en plus de mal à s'engager sur des longues périodes, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, les choses vont très vite. Tout va très vite. On consomme les choses de manière très excessive et très vite. Pendant mes études, j'ai fait plein de petits jobs, des choses sur du court terme. C'est ma première expérience long terme comme ça, au même endroit, en plus de vivre sur le lieu de travail, etc. Je pense que c'est une façon aussi d'apprendre à être, j'aime pas ce mot-là, mais discipliné avec soi-même, de se dire ok, là, je m'engage dans ce projet-là, mais c'est s'engager vers soi-même, de dire là, je signe avec moi-même un apprentissage, une expérience sur un an et demi, sur 2 ans, et quoi qu'il en coûte. Enfin, moi, c'était vraiment en mode, ok, ça va être dur, il y a des moments, voilà, il va falloir peut-être s'arracher les cheveux, J'étais prête à tout ça, je me suis pas du tout fait d'image conçue, juste je me suis dit, ok, juste prépare-toi à vivre des émotions fortes, de changer, d'apprendre, et je pense que c'est aussi ce qui peut faire la différence après, quand on cherche du travail, quel que soit le domaine finalement. Et je m'en suis rendu compte là, du coup, en passant un entretien pour être prof de français dans une alliance française. J'ai rencontré d'autres personnes, d'autres Français où ça faisait 12 ans qu'ils étaient en Inde, une Indienne qui, elle, était plutôt de Mumbai, puis qui revient à Goa. Et d'un coup, je me suis retrouvée à expliquer mon parcours, et
je me suis rendu compte que c'était complètement atypique et que finalement c'était énorme l'expérience et que c'était pas... Enfin, que ça avait une réelle force, en fait, un réel impact, des compétences réelles derrière. Quand on est ici, on ne se rend pas tellement compte parce qu'on est tous entre nous, on est dans l'école, on sort peu, c'est intense, mais en fait, on grandit tellement, on apprend tellement. Donc cet engagement, je pense que c'est essentiel, je pense, de l'avoir et de se dire... C'est sûr que c'est dur d'avoir le déclic, de dire c'est bon, j'y vais, mais derrière, il en sort que du positif. Quoi qu'il arrive, il en sort que du positif. Trop bien. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est bon? Ah ouais, super. Sauf si toi, tu as des choses à ajouter. Non, je pense que... Une anecdote, non, peut-être? Non? Il n'y a pas une chose qui t'est arrivée un peu originale, je sais pas où? Bah là, la première chose qui me vient, et je crois que c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai de l'Inde et qui résume tellement la culture ici, la générosité, le partage, c'est au moment de Sankranti, qui est un festival qui a lieu, une fête religieuse qui a lieu au mois de janvier. J'étais partie avec un autre volontaire 4 jours à Hampi. Donc Hampi, c'est un site historique avec des temples très anciens, une géographie incroyable. On se croit dans un peu un temps préhistorique arrêté. Et on était partis la journée, marcher, etc. On revient à notre resort. Et sur la route, on voit des enfants et toute une famille assis, en train de manger et partager leur repas. C'était vraiment le repas de famille de fête. Et des enfants donc, nous tendent des petites sucreries. Donc, bien sûr, on accepte toujours la nourriture. Donc voilà, on accepte, on mange. Et là, on se fait inviter à manger avec eux. Donc ils avaient un rickshaw, un tracteur. Donc on monte dans le rickshaw parce qu'ils voulaient absolument qu'on soit assis dans le rickshaw. On avait nos 2 grandes plates avec du riz, des sabji, et tout. Et c'était... Vraiment, on est reparti, on avait les larmes aux yeux parce que c'est ce moment de partage pur où t'accueilles des étrangers, juste d'humains. T'as plus cette barrière de étrangers, indiens. On s'est senti juste d'humain à humain, on se partage, c'est un moment de fête et c'était tellement beau. Et ce qui était drôle aussi, c'était de voir que la connexion se faisait par les enfants. C'est toujours cette porte d'entrée, cette spontanéité. Et je crois que c'est vraiment un des plus beaux souvenirs que j'ai de l'Inde. On avait fait des photos, bien sûr, et c'était vraiment trop beau. C'est bon. On y est C'est pas la encore. police, hein?